de GEDS, qui est la plateforme de référence pour les étudiants qui souhaitent faire leurs études de médecine à l'étranger. Beaucoup de chiffres qui m'ont juste fait halluciner. Plus en plus besoin de médecins, de dentistes, de kinés. Donc notre objectif, c'est de proposer plus de places dans plus de facs. Est-ce que tu es prêt à partir? Salut Gilles. Salut Dimitri. Eh ben écoute, très heureux de te recevoir aujourd'hui. Alors, tu as eu 1000 vies, tu pourras nous parler de beaucoup de choses, mais en ce moment, on va dire, en tout cas du moins ces dernières années, tu es le fondateur de GEDS, qui est la plateforme de référence pour les étudiants qui souhaitent faire leurs études de médecine à l'étranger. Je sais pas si je l'ai bien résumé, mais enfin, tu pourras nous dire si c'est pas tout à fait le cas. Et ensemble, on pourra parler de plein de trucs, bien sûr, de cette réussite-là, forcément, du secteur aussi de la médecine qui est beaucoup en train d'évoluer. Et voilà, enfin, tu m'as donné en amont de cet épisode beaucoup de chiffres qui m'ont juste fait halluciner. Et je pense que beaucoup de gens ne les connaissent pas. Donc voilà, ce sera intéressant d'en parler. Et puis bien sûr aussi pour les étudiants, les parents qui nous suivent, pour qui, forcément, ce passage à l'enseignement supérieur quand ils veulent embrasser la carrière de médecin ou de praticien de la médecine est un peu anxiogène. Voilà, je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens ce que tu vas nous raconter. Donc voilà, j'ai 1000 questions à te poser dans l'immédiat. Pardon, je te laisse peut-être te présenter. Ouais, alors je m'appelle Gilles Bélissa, je suis fondateur de GEDS ou GEDS. GEDS, c'est un organisme que j'ai créé il y a maintenant un peu moins de 10 ans. Qui a pour objectif d'accompagner des universités, et non pas des étudiants, qui veulent s'internationaliser. Et en fait, notre vision principale, ça a été de permettre à des universités qui veulent devenir internationales, donc des universités européennes, de pouvoir le faire en gérant pour leur compte la promotion de ces universités à l'international, et de gérer pour elles les candidatures internationales. Ok, donc ça c'est GEDS. Alors d'ailleurs, tu veux que je dise GEDS ou GEDS? Comme ça, tu dis ce que tu veux. D'accord, je reste sur GEDS. Tu dis ce que tu veux. Bon, très bien. Alors, on va revenir bien sûr là-dessus. Peut-être juste en amont pour qu'on comprenne un peu d'où tu viens et pourquoi cette idée t'est venue. Est-ce que tu peux nous détailler ton parcours, alors qui est riche, je l'ai dit. Donc bon, voilà, on pourra pas s'apesantir sur tout, mais au moins dans les grandes lignes, quelle a été ta vie avant de fonder GEDS? Alors, en fait, je suis français, je suis parisien. J'ai fait des études d'économie et j'ai été diplômé de Dauphine il y a très longtemps. J'ai une carrière principalement dans la distribution. J'ai travaillé à mon compte, puis après dans un grand groupe, dans une boîte qui a été rachetée par un grand groupe, où j'ai fait l'essentiel de ma carrière. J'ai quitté cette boîte il y a à peu près 12 ans. J'ai monté une entreprise à Hong Kong il y a maintenant 12 ans, que j'ai gardé 2 ans et demi. Et puis le projet GEDS est arrivé vraiment par hasard. Quand on dit parfois que les entreprises sont des aventures humaines, là c'est vraiment le cas. Mon fils aîné a eu son bac à 16 ans. Il est rentré en première année de médecine comme beaucoup de Français. Ils sont des dizaines de milliers chaque année. Et de cette aventure est née cette entreprise. Et cette entreprise, elle avait pour vocation de régler le problème de mon fils, évidemment au démarrage. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça réglait le problème de centaines et des milliers d'étudiants chaque année. Et justement, tu dis des centaines, des milliers, pour qu'on se rende compte. Donc, enfin, si je comprends bien, en gros, ton fils n'avait pas eu ce qu'il voulait dans le système franco-français. Il a eu pharma, il voulait dentaire. D'accord. Voilà. Et donc, ce que tu me disais aussi, c'est que toi, à l'époque, qui connaissais pas forcément le système, tu t'es dit, en fait, tant pis, il n'y a pas spécialement d'alternative. En fait, pour les gens de ma génération, tu ratais le concours de médecine, c'était fini. Tu partais en éco, tu faisais du droit, tu faisais autre chose, ou tu faisais une école de commerce, autre chose. Il s'avère que moi, ma carrière a été essentiellement tournée vers l'international, et mon fils aîné, qui s'appelle Simon, me dit « Écoute papa, j'ai des copains qui sont en Espagne, d'autres qui sont dans d'autres pays d'Europe, et d'ailleurs, il y a une école qui s'est créée dans le sud de la France. » Je dis ok, ça coûte quoi? Donc il me donne le montant des frais d'études qui était assez élevé. À l'époque, j'avais pas forcément suffisamment d'argent. Je dis l'Espagne c'est trop cher, je peux pas y aller. Tu peux pas y aller. Il y a une école qui se crée dans le sud de la France qui va créer une énorme polémique politique, puisqu'en fait c'est une école qui a été créée en partenariat avec une université portugaise. Et cette école a été créée dans la région de Toulon, et cette école va créer un énorme marasme politique, puisque les syndicats étudiants français, puis la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur de l'époque, va demander la fermeture de cette école. Et donc cette école a été créée. Il s'avère que mon fils était en plein dedans quand il y a eu le bordel, et au bout de 9 mois de cette école, il se retrouve en carafe, et donc j'essaie de trouver une solution pour mon fils.
on est plusieurs parents à se regarder en chien de faïence en disant mais qu'est-ce qu'on fait? Et donc j'ai un de mes potes qui était prof de chirurgie dentaire à l'université Paris 7 Garancières, et je vais le voir, je lui dis écoute, voilà ce qui se passe. Moi j'ai toujours eu comme vision et comme historique d'essayer de voir un peu plus loin que ce qui semble être évident. Est-ce que tu veux pas, on fait ensemble un tour d'Europe? Je t'invite et on va regarder toutes les facs de santé en Europe pour essayer de trouver des solutions. Et donc on va faire ce voyage avec mon ami, et ce voyage est absolument incroyable parce qu'en fait on découvre que l'image que moi j'avais, qui était que la France était le meilleur pays du monde pour tout, comme tous les Français, on pense que notre pays est le meilleur. Mais surtout en médecine, parce qu'à la limite, bon, faire ses études de commerce à l'étranger, c'est rentrer un peu dans les mœurs. Mais c'est vrai que pour le commun des mortels, voilà, mais la médecine, c'est en France, et tout le reste, en fait, c'est juste un truc un peu médiocre. C'est quand même la réalité. Ouais, c'est intéressant que tu dises ça, parce qu'en fait, c'est la vision que j'avais. La vision qu'on a tous, c'est de dire, on a le meilleur système de santé, on a le meilleur système d'études de santé, tout le reste est pas terrible, quoi. Et en fait, on a visité plein de facs dans plusieurs pays d'Europe, et on s'est rendu compte que on avait effectivement un passé glorieux, que pour une partie des choses, on avait toujours un présent glorieux, mais pour certaines choses, en fait, l'Europe a bougé parfois un peu plus vite que nous. Il y a plein de pays en Europe qui se sont modernisés, et donc on est arrivé au Portugal, non pas dans l'université qui était partenaire avec celle où était mon fils, mais dans une autre université qui est l'université CESPU à Porto, où le doyen a été diplômé de l'université de Lille 2. Il était docteur en médecine, docteur en chirurgie dentaire. Il avait fondé cette fac en 1982 avec 2 autres médecins. Et en fait, on a vu des plateaux techniques, des cliniques, un enseignement pratique très concret, un peu éloigné de l'image qu'on en avait d'apprendre par cœur des tonnes de trucs, parce qu'effectivement, aucune des matières enseignées à l'université n'était que théorique. Donc il y avait du concret, de l'apprentissage pratique, ce que toi t'as connu en école de commerce, les cas concrets, les créations de boîtes, les trucs. En fait, en médecine, on est resté sur des modes d'enseignement parfois un peu à l'ancienne. Et là, je découvre effectivement un mode d'enseignement assez différent. Et mon ami qui était prof dans une grande fac parisienne me dit « Waouh, ils sont pas si mauvais que ça ». Et donc en fait, on a mis 1 an à signer le premier partenariat avec notre fac à Porto, et c'est de là que tout a démarré en fait. Et alors, quelles sont un peu les réactions à ce moment-là? Parce que tu disais cette école dans le sud de la France qui a ouvert puis fermé. Ouais. En fait, c'est quoi? C'est le lever de bouclier de l'État français qui ne veut pas voir s'immiscer l'international dans le système de santé français? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première raison, elle est légitime. Une école qui se crée en France, où tu faisais une partie de la formation en France, une autre partie dans un autre pays, c'est pas possible. Légalement, ça n'est pas autorisé. Et c'est pas parce que on veut s'ouvrir à l'international qu'on peut faire n'importe quoi. Pour avoir visité beaucoup de facs en Europe depuis maintenant 10 ans, il y a à boire et à manger. En France, il y a à boire et à manger dans plein de domaines. C'est partout pareil. Donc en fait, si effectivement le gouvernement de l'époque bloquait cette école, c'est parce que le niveau d'enseignement était pas top, que le partenariat était pas très contrôlé, que l'université avec lesquelles ce partenariat avait été construit était pas d'un très bon niveau. Tu comprends bien qu'avec avec mon pote qui était prof dans une grande fac française, qui était chirurgien dentiste depuis 40 ans, il me dit Gilles, moi si c'est pour faire un truc merdique, oublie-moi quoi. Donc il fallait que ce soit et sélectif et qualitatif, et que l'apprentissage soit de très bon niveau. Oui, mais effectivement, t'as raison, c'est légitime, parce que, bon, je dis pas que c'est normal qu'il y ait des mauvaises écoles, par exemple, de commerce ou d'économie ou peu importe en France. C'est toi qui l'as dit, mauvaise école de commerce. Mais dans les faits, ça existe, et à la limite, bon, c'est déplorable, mais je me dis, je préfère avoir un mauvais businessman qu'un mauvais médecin en France, en quelque sorte. Alors, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est que, en fait, l'exigence qui était celle qu'on a eue dès le début, c'était que t'as un comptable qui fait une connerie, c'est pas très grave. T'as un consultant qui conseille mal, c'est pas très grave. Ça peut être emmerdant, mais c'est pas très grave. Dans la santé, on peut pas se permettre d'avoir du moyen, quoi. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le début, c'était un peu le deal que j'avais avec mon ami, c'était de dire, ok, il m'a dit dès le début, il m'a dit, écoute, voilà, soit c'est un système sélectif, soit c'est un système exigeant, soit on fait pas. Sinon, je ferai pas. Donc effectivement, la première année de partenariat, on a choisi les meilleurs étudiants, mais ils n'étaient pas très nombreux, donc on va pas se raconter d'histoire. Mais plus les années sont passées,
plus le niveau est devenu très, très élevé. Et pour donner une idée, l'an dernier, on a reçu plus de 6 000 candidatures, 28 000 candidatures au total, parce que les candidats postulent dans plusieurs facs et dans plusieurs formations en même temps. Et sur les 28 000 candidatures, on a un peu moins de 1000 inscrits. Ah oui, donc le taux de sélection, il est très, très... Le taux de sélection est très élevé. Pourquoi ? Ouais. Parce qu'effectivement, c'est dans la logique qui a été la nôtre depuis le début, qui était de dire, on peut pas se permettre d'avoir des professionnels de santé moyens, c'est pas possible. Oui, d'accord. Ok, ouais, je comprends. Et donc là, tu parlais du cas particulier de ton fils, et c'est ça qui t'a donné envie de créer cette société. Mais si on élargit un peu le spectre, c'est quoi les ordres de grandeur ? Combien de personnes démarrent des études de médecine en France ? Combien démarrent à l'étranger ? Et combien pâtit justement du système où, alors je sais que maintenant c'est plus tout à fait la même chose, avant c'était PACES, maintenant on a PASS, s'il y a effectivement des passerelles, mais malgré tout, combien se retrouvent éjectés de fait du système de médecine chaque année ? En fait, en gros, t'as à peu près 20% des élèves qui vont être admis dans la formation de leur choix. Ce qui est quand même pas beaucoup. Et le mode de sélection, il a été construit sur cette base-là. Un peu comme quand tu fais une prépa pour faire une école de commerce ou une école d'ingé, en fait, le principe, c'est que t'as beaucoup de monde au départ et t'as peu de gens à l'arrivée. Le système est pas illégitime, il a un sens. À part que dans plein de facs en Europe, le système est vraiment différent. La sélection se fait sur les notes du bac, sur un entretien individuel d'admission, ce qui fait que dès la seconde, les élèves bossent dur pour arriver au bac et d'avoir un bon bac. Aujourd'hui, le bac n'est pas une priorité pour les étudiants français, pour les lycéens français, parce qu'en fait, il sert pas à grand-chose sur la sélection en fac de médecine, je dirais presque en école de commerce ou ailleurs. Parce qu'en fait, c'est ton concours qui va déterminer ta place et ton admission. Dans beaucoup de facs européennes et dans la quasi-totalité des facs européennes avec lesquelles on bosse, la sélection se fait en amont. Tu viens avec ton bac, ou tu es en terminale et tu vas ramener ton relevé de notes du bac. On va faire un entretien individuel à tous les candidats. On fait une péréquation entre 3 notes qui sont ta moyenne générale, tes notes de sciences, ta note d'entretien. Et on va choisir, les facs vont choisir les meilleurs étudiants. C'est ni mieux ni moins bien que le système français. C'est un autre système et c'est un système qui est appliqué dans la quasi-totalité des facs européennes avec lesquelles on bosse. Ouais, mais c'est vrai que c'est particulier même en France quand tu réfléchis. Les formations sélectives, bon par exemple la classe préparatoire qui mène aux grandes écoles de commerce, aux grandes écoles d'ingénieurs, aux ENS, etc. Certes, le concours est 2 ans après le bac, mais t'as quand même intérêt à intégrer la meilleure prépa et donc tes notes, bon le bac c'est accessoire, mais en revanche tes notes pendant l'année vont beaucoup compter. Parce que c'est ça qui va déterminer là où tu vas aller. C'est ça. Alors qu'en médecine, c'est très particulier. En médecine, tu peux avoir 18 ou 11 de moyenne, t'es sur la même ligne de départ. Exactement. Et en plus, t'es sur une première année, tu l'as dit, hyper théorique, où, enfin, on a tous vu ce film, première année, là, qui est sorti il y a quelques années, où en fait, t'as l'impression que c'est un concours de singe savant ou de mémoire, quoi, en fait. C'est très particulier. C'est en partie ça. C'est pas que ça, mais c'est en partie ça. Effectivement, t'apprends à retenir énormément d'informations quantitatives. C'est pas hyper qualitatif. Et surtout, ça fait une seule typologie d'étudiants qui vont faire des études de santé, en fait. Nous, aujourd'hui, pour te donner une idée, les derniers admis dans la majorité de nos universités sont des élèves qui ont quasiment tous des bacs avec mention très bien ou le très haut de la mention bien, qui ont réfléchi à leur parcours et qui viennent en entretien en ayant un peu réfléchi à ce qu'ils veulent faire. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que le mode de sélection lors des entretiens, il est toujours basé sur 5 groupes d'informations. La première, c'est essayer de déceler la capacité de travail d'un étudiant. C'est évidemment dû à ses notes, mais pas que. Par exemple, j'ai souvenir d'un étudiant qui venait des cités, qui est rentré dans l'armée française. Le type était un type absolument incroyable. Il est rentré dans les commandos. Il a un parcours militaire absolument génial. Il n'avait pas un parcours de lycée fou, mais il avait effectivement une capacité de mobilisation dingue. Donc le premier critère, c'est la capacité de travail et de mobilisation. Le deuxième critère, c'est sa solidité psychologique pour faire un parcours international. C'est pas un critère qui est décelé aujourd'hui dans le système français. Nous, par exemple, on a des étudiants qu'on estime avoir la capacité à partir loin de leur famille, d'être loin de leurs copains, et qui vont s'adapter au système international et qu'on estime suffisamment solides psychologiquement. Et ça, c'est hyper important d'avoir des gens solides pour faire des études de santé. Souvent,
c'est d'ailleurs assez intéressant parce que on voit même en soins infirmiers, il y a beaucoup d'étudiants qui abandonnent en deuxième année, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se rendent compte que c'est super dur ces métiers de santé. Soigner des gens, avoir de l'empathie, prendre le temps pour les autres, ça a l'air cool, mais c'est pas cool, c'est dur, c'est super difficile. Ouais, tu te rends pas forcément compte au début où là c'est très théorique et en fait tu dois bouffer des livres, quoi. Donc le troisième critère, évidemment, c'est le capacité en langues étrangères, parce que dans nos facs, les cours sont peut-être partiellement en français, mais le reste dans la langue du pays, ou alors en anglais. Donc il faut avoir des aptitudes en langue, parce que sinon tu t'adaptes pas. Quatrième critère, c'est la connaissance du métier. C'est un truc auquel les Français sont pas du tout préparés. Quelqu'un qui postule en veto, on lui dit « Mais pourquoi tu vas être veto ? Parce que j'aime les animaux. » Ok, c'est bien d'aimer les animaux. Moi, j'aime bien les animaux, mais je veux pas être veto. Quand tu vas voir un agriculteur, un éleveur, et tu lui dis « Bah écoute, il y a un virus sur ton cheptel, il va falloir abattre, 400 moutons, 500 moutons. » Faut être costaud, quoi. C'est pas facile. Donc le quatrième critère, c'est vraiment... donc je répète les critères, donc capacité de travail, autonomie, maturité, donc la solidité psychologique, capacité en langues étrangères et connaissance du métier. Faut pas être dans un imaginaire du métier qui est pas la réalité. Et le dernier critère, c'est la connaissance de l'université où tu veux projeter. Souvent, parfois les Français se projettent pas du tout. Ils disent j'ai envie d'aller dans telle fac, mais ils la connaissent pas, ils se renseignent pas, ils ont pas été la voir, ils ont pas contacté les étudiants. C'est hyper important d'avoir effectivement une appétence pour l'endroit où tu as envie d'aller, où tu vas passer 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ouais, bien sûr. Ouais, mais donc si je comprends, en fait, les critères, ils ont été déterminés pour correspondre à peu près aux qualités dont vont devoir faire preuve les étudiants dans les études et puis plus tard dans le métier, ce qui est pas forcément le cas. C'est vraiment ça. Ouais, d'accord. Ok, je comprends l'idée. Alors, donc 2 questions en une pour la suite. Bon, supposons voilà, pour raison X ou Y. D'ailleurs, ouais, ce serait intéressant. Est-ce que c'est plutôt des étudiants qui n'ont même pas tenté le système français ou des étudiants qui ont raté le système français, genre, je mets des grosses guillemets dans raté, mais voilà, tu vois l'idée. Qui postulent. Ensuite, comment ça se passe? Voilà, hyper concrètement. Demain, je décide je veux partir faire mes études à l'étranger. Ouais. Comment ça se passe le process en tant que tel sur la plateforme? Et est-ce qu'on parle d'un phénomène encore marginal ou est-ce que c'est devenu quand même assez massif dans les dernières années? T'as à peu près 30 000 élèves en passe chaque année. On reçoit 28 000 candidatures. Ouais, donc c'est énorme en fait. Alors, t'as 28 000 candidatures de 6 000 candidats. Donc 6 000 candidats, c'est à peu près 20% des élèves en première année de médecine en passe. Oui, voilà, mais c'est donc c'est quand même considérable, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est très significatif. Donc c'est pas un phénomène marginal et ça répond à un besoin multiple. Pourquoi multiple ? Parce que et je pense que dans les cursus, enfin dans les écoles de commerce c'est assez commun, mais en santé c'est pas très commun. Je pense qu'aujourd'hui de plus en plus d'étudiants veulent étudier à l'étranger. Donc il y a un phénomène qui est un phénomène de fond qui vient de loin. Les étudiants veulent partir à l'étranger. Alors tu me disais, est-ce que c'est des élèves qui ont raté le concours ou est-ce que c'est des élèves de terminale ? Il y a quand on a démarré la boîte, il y avait principalement des élèves qui ont raté le concours. Aujourd'hui, tu as près de 55% d'élèves de terminale qui postulent. Donc il y a eu un basculement quelques années qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'étudiants ne choisissent pas l'Europe comme un plan B, mais comme un plan A. Après, ça marche pas pour tout le monde. Il y a comme je te le disais tout à l'heure, dans les critères, il y a des profils qui sont pas faits pour ça. Il y a des profils qui ont, par exemple, on a énormément de Français des lycées français de l'étranger. Ce sont des gens qui ont l'habitude de voyager, les parents ont voyagé, etc. Donc, on a effectivement des typologies de profils de gens ouverts vers l'extérieur. Et d'ailleurs, quand on revoit les parents 1 an ou 2 ans après, ils nous disent, putain, mon fils ou ma fille complètement transformé, quoi. Le fait de vivre loin des parents, entre étudiants, et on n'y va pas 6 mois pour un Erasmus, on y va 5 ans, 6 ans, donc c'est long, quoi. Ouais, bien sûr. Ça crée un lien très fort entre les étudiants, ça les rend très autonomes et surtout, ça les rend très ouverts vers les autres. Quand dans nos facs, t'as des Espagnols, des Italiens, des Portugais, des Anglais, des Américains, il y a des gens qui viennent de partout, forcément ça ouvre. Et je me rappelle d'un truc absolument hallucinant que tu m'as dit, je crois que c'est la première fois qu'on avait discuté ensemble, plus de la moitié aujourd'hui des praticiens de santé qui rentrent dans le système en 2023-2024, en fait, ils ont fait leurs études à l'étranger. Et ça, enfin, ça me paraît, tu m'aurais demandé spontanément le chiffre, je t'aurais dit, j'en sais rien, 10%, quelque chose comme ça. Alors, j'ai regardé avant de te voir les stats en veto, en dentaire, en pharma, en kiné. Médecine, on a moins d'étudiants. La majorité de nos étudiants postulent surtout en dentaire et en pharma. En dentaire, en kiné, en veto et un peu en pharma. Mais plus de 50% des inscriptions à l'ordre sont des diplômés non français ou qui ne viennent pas d'école française.
pour être plus précis. Parce qu'on a énormément, nous, de Français qui viennent faire leurs études à l'étranger, mais qui sont diplômés d'autres pays d'Europe, hein. D'ailleurs même des pays ou des facs avec lesquels on bosse pas, parce qu'on bosse pas avec toutes les facs européennes, même si c'est notre objectif. En tout cas des facs où on estime qu'elles ont suffisamment d'intérêt pour les étudiants français ou pour les étudiants européens qu'on reçoit. Effectivement, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent depuis le terminal, et ça c'est un phénomène qui est en pleine évolution. Pour nous, c'est un vrai... Enfin, ça, on n'a pas vu le truc venir, en fait. C'est venu tout doucement, 10%, puis 15%, puis 20%. Et puis là, c'est en train d'exploser. On vient de dépasser la moitié des étudiants qui viennent de bac. Et dans les inscriptions à l'ordre, aujourd'hui, la majorité des étudiants diplômés qui s'inscrivent dans les ordres professionnels français sont des diplômés qui ne viennent pas de France. Mais donc, enfin, on peut vilipender ce système. Voilà, enfin, certains Français estiment que voilà, la médecine c'est franco-français, mais factuellement, s'il n'y avait pas cet apport de soignants étrangers, enfin étrangers ou du moins qui viennent de facs étrangères, ouais. C'est ça. En fait, le système ne tiendrait plus parce que même avec ça, on a un manque quand même criant de soignants en France. J'ai quand même le sentiment que on parle beaucoup de ça et même du vieillissement aussi des soignants. Ça, c'est aussi un autre sujet. Alors exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une déclaration de l'OMS qui date de 2022 qui nous dit qu'on va manquer de 15 millions de soignants à l'horizon 2030. À l'échelle mondiale, c'est ça. À l'échelle mondiale, et c'est également, et peut-être d'autant plus vrai dans les pays occidentaux, qu'on a un vieillissement des soignants. Et de la population par la même occasion. Alors évidemment, c'est-à-dire que c'est un phénomène croisé qui est complètement fou, c'est qu'il y a de plus en plus besoin de soignants, on a de plus en plus besoin de médecins, de dentistes, de kinés, et surtout d'infirmières. On en parle assez peu des infirmières, mais c'est vraiment un phénomène incroyable, parce qu'en fait c'est quand même elles qui font tourner les hôpitaux. Et aujourd'hui, on n'en a pas assez, et la population actuelle est vieillissante, et aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est que si effectivement on n'a pas ces diplômés qui viennent de l'étranger, le système français aura beaucoup de difficultés à passer le cap de 2030, et je pense qu'on est déjà en plein dedans, hein. On le voit bien tous les jours. Quand on va passer 8 heures aux urgences... pour des choses sérieuses, hein, je dis bien, parce qu'on va pas aux urgences pour des choses pas sérieuses, on se rend compte qu'effectivement le système, d'ailleurs pendant le Covid, on l'a vu déjà, hein, le système était à deux doigts d'éclater, quoi. Mais est-ce que d'ailleurs la réciproque est vraie? Parce que là, en l'occurrence, tu as parlé d'universités étrangères au Portugal, par exemple, qui accueillent des Français qui en fait reviennent sur le territoire français par la suite. Est-ce que réciproquement, il y a des Portugais, des Italiens, des Autrichiens qui viennent étudier la médecine en France et reviennent dans leur pays? Bien sûr, il y a énormément de gens qui étudient en France, qui viennent de l'étranger. En fait, tout ce qui facilite les mouvements d'étudiants entre les différents pays d'Europe, enfin, à mon avis, c'est vraiment très très positif. Et effectivement, qu'on ait ces Français qui étudient à l'étranger, on n'a pas que des Français, hein. Nous, on a des gens du Maghreb, on a des gens qui viennent de Belgique, de Suisse, on a des Italiens, on a des étudiants de beaucoup de pays d'Europe. Et d'ailleurs aujourd'hui, l'écosystème GEDS, il a quand même une particularité quand même assez intéressante, c'est que les étudiants qui sont inscrits, qui rentrent dans les facs, souvent ils disent bah voilà, moi j'ai besoin de bouffer, j'ai besoin de payer mes études, j'ai besoin de trouver un logement, etc. On va leur demander souvent, on va leur proposer en tout cas d'être coach pour proposer des coachings à nos étudiants, aux candidats des années suivantes. Donc ils vont pouvoir gagner un peu de fric. Et on accompagne également, on a un truc qui s'appelle l'espace carrière sur notre plateforme qui s'appelle Hippocrate. Et l'espace carrière, c'est fait pour quoi? C'est fait pour permettre à tous nos étudiants qui cherchent du boulot ou des stages pendant leur parcours, en plus de leur plan d'études classique, de trouver un job et de trouver d'abord des stages quand ils sont en cours de cursus, complémentaires à leur plan d'études, parce que les plans d'études sont plein de stages, mais beaucoup d'entre eux, pendant les vacances, ont envie de faire un stage à Paris, à Marseille, à Lyon ou ailleurs. Et aujourd'hui, on accompagne nos étudiants pour leur retour dans leur pays d'origine. D'accord, oui, donc l'accompagnement ne s'arrête pas, voilà, tu es rentré dans ton université, bonne chance. Non, c'est vraiment... Exactement. Il y a un côté presque alumni GEDS, quoi. En fait, nos universités partenaires sont évaluées par des organismes européens d'audit. Alors on travaille avec des universités privées, mais qui quasiment toutes sont des associations ou des coopératives à but non lucratif. Et ces universités sont auditées, quel que soit le pays dans lequel vous faites vos études, elles sont auditées chaque année par des organismes nationaux qui appartiennent à l'ECAR, qui est l'organisme européen d'accréditation des universités de santé. Et en fait, nos étudiants, quand ils font leur cursus dans ces universités accréditées, il y a un des critères qui est très important, c'est le placement des étudiants.
c'est qu'est-ce qu'ils font derrière. Aujourd'hui, on peut dire que d'abord 98% de nos diplômés travaillent dans les 6 mois qui suivent leur inscription à l'ordre, donc ils sont ultra demandés. Et en fait, le fait d'avoir créé un système sélectif différent du système français, mais également très sélectif, fait qu'aujourd'hui, nos diplômés sont parmi les plus demandés en Europe. On voit que chacun des diplômés de nos universités reçoit en moyenne 10 offres d'emploi pour pouvoir aller bosser dans un centre, dans un hôpital, dans une clinique, dans un centre médical. C'est pas du tout un diplôme au rabais, entre guillemets. Enfin, on peut avoir cette image d'Épinal là par moment. C'est en fait bien au contraire. Et justement, ils ont cette corde internationale qui est une valeur ajoutée par rapport à quelqu'un qui a un diplôme franco-français finalement. Non, je crois pas vraiment. Je crois vraiment pas qu'on est pour vocation et pour. Enfin, culturellement, c'est très éloigné de ce qu'on veut faire. On veut pas proposer de diplôme au rabais, loin s'en faut. Pour te donner une idée, pour te donner un exemple, nos étudiants en dentaire font 60% de pratiques cliniques en plus que ce que vont faire la majorité des étudiants français dans le cadre universitaire français. Donc, on a au contraire des étudiants qui sont plutôt allez, on va dire au moins aussi bien formés que c'est le cas dans les universités françaises. Ouais, d'accord. Bon, mais c'est très clair. Mais enfin là, entre guillemets, je te taquine, mais c'est intéressant parce que ça vient tordre le cou à beaucoup d'idées préconçues qu'on peut avoir sur ce type d'études, quoi. Donc, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que c'est européen que c'est moins bien, mais c'est pas parce que c'est pas parce que tu te formes en France que c'est forcément meilleur. En fait, il y a des bonnes et des mauvaises facs partout. Oui. Il y a des bons et des mauvais étudiants partout. Donc moi, je suis vraiment convaincu que d'abord sélectionner les étudiants, c'est hyper important, que d'avoir beaucoup de pratiques te permet d'apprendre ton boulot. Et plus nous, en fait, nos étudiants ont des cours pratiques dès le premier jour de la première année. Il n'y a pas de matière qui n'a d'enseignement que théorique, ça n'existe pas dans nos facs. Ils ont toujours un enseignement théorique et un enseignement pratique dans chacune des matières. Oui. Donc forcément, tu apprends différemment, quoi. Et c'est vraiment très concret. Okay. Et d'ailleurs, ils mémorisent beaucoup mieux. Le fait que ce soit fait comme ça, ils mémorisent beaucoup mieux. Oui, c'est ça. Oui, bon, on a bien compris cette idée. Alors, je crois que je t'avais déjà posé la question, mais un peu en double. Donc, je vais te la reposer bien clairement parce que je pense que c'est super important. Voilà, je suis étudiant. Par exemple, voilà, je suis en terminale. Je suis convaincu que je veux faire mes études de santé à l'étranger. Je vais sur GEDS. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'accompagnement qui m'est proposé? Alors, comme je le disais dès le début, nous, en fait, notre métier, c'est d'accompagner les facs pour qu'elles aient plus d'étudiants internationaux. Donc, pour qu'elles aient plus d'étudiants internationaux, on a une équipe candidature qui est dirigée par Sonia Silva, qui est notre directrice et coordinatrice des candidatures. Aujourd'hui, à la différence de beaucoup comme on en parlait tout à l'heure, mais à la différence de beaucoup d'organismes ou de consultants ou de conseillers, tout est gratuit pour les étudiants. Voilà. Comme c'est totalement gratuit pour les étudiants, ils peuvent nous appeler tant qu'ils veulent, ils peuvent nous envoyer des messages tant qu'ils veulent, on peut répondre à toutes leurs questions et on va être le plus franc possible. Donc tu as un accompagnement tech, parce que vous avez une plateforme tech, humain, et ça me coûte 0 €. Exactement. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on est payé par les facs. On n'est pas, on fait pas de bénévolat. On gagne notre vie. C'est pas de la philanthropie, mais en revanche, à la limite, les étudiants, ils s'en fichent que vous soyez payé ou pas par les facs. C'est pour eux, ils voient le côté. Oui, mais c'est important c'est important de je sais pas si tu as visité notre site, mais sur notre site, tu verras qu'il n'y a pas d'image de banque de données. Il n'y a pas d'image de Shutterstock ou d'autres banques de données d'images. En fait, toutes nos images, tous nos contenus, tout ce qu'on essaye de faire, c'est de dire la vérité. Après, des fois, la vérité n'est pas super sympa, mais en tout cas, on donne de l'info. Et l'information qu'on donne, elle est d'abord gratuite. Donc, en fait, tu peux nous appeler autant que tu veux. Pour peu qu'il n'y ait pas trop de monde qui appelle au même moment, on essaie de décrocher. Tu vas nous poser des questions sur ton profil, sur ton truc, et on va te dire vraiment ce qu'on pense. Alors là où c'est très compliqué, c'est que parfois on nous dit avec mon dossier, est-ce que ça passe? Ce qui est difficile, c'est que chaque année ça recommence à zéro, donc on peut pas savoir. Même si on a quand même une idée, quoi. On a quand même une idée générale. La seule chose qu'on essaye de dire à tous nos candidats, c'est postuler au plus de formations possibles dans le plus de facs possibles. Et si effectivement les étudiants vont payer des frais d'études ou de frais de candidature dans les facs, ils vont payer le même prix que les étudiants nationaux vont payer. Un étudiant qui étudie à Porto va payer le même montant de frais d'études que les étudiants portugais vont payer. Il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas de truc différent. Aucun. Parce qu'ils sont passés par cet organisme, par GEDS. En fait, voilà, nous, la négociation qu'on fait avec les universités, c'est de dire, vous avez X étudiants nationaux ou internationaux qui aujourd'hui postulent. On va multiplier par 10 votre nombre d'étudiants qui postulent.
comme vous en avez 10 fois plus d'étudiants qui postulent, le niveau général va monter. C'est ça le cercle vertueux qu'on essaie d'apporter aux facs. Oui. Donc, comme tu as beaucoup plus d'étudiants qui vont postuler, le niveau des étudiants qui vont être admis va être de plus en plus élevé avec le temps. C'est ce à quoi on arrive aujourd'hui. Donc, le niveau des élèves est de plus en plus élevé. Donc, forcément, la réputation de la fac augmente, même au niveau national. Donc, les bons nationaux vont vouloir y aller, puisque c'est une bonne fac, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent d'Europe. Et à ce moment-là, effectivement, comme tu es dans le cercle vertueux, tu as une formation qui est très axée sur la pratique. Les universités ayant plus de candidatures et plus d'inscrits vont avoir plus de ressources financières. Ça leur permet d'avoir de plus en plus de matériel, d'avoir de plus en plus de bons profs. On a des profs qui viennent du monde entier, qui sont ou profs à plein temps ou lectureurs où ils donnent des cours occasionnels dans nos facs. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que tu crées un cercle vertueux, quoi. Voilà. Ouais, et pour finir le cercle vertueux, donc nos diplômés vont être bien formés, ils vont être sélectionnés bien formés, ils sortent d'une fac et effectivement là arrive l'espace carrière. Tous les grands recruteurs du secteur d'activité, par exemple, on a une mutualité française qui nous contacte, qui nous dit moi je manque de dentistes, je manque de kinés, je manque de trucs. Est-ce qu'on peut avoir tes étudiants? Et effectivement, là on fait un pont au service de nos étudiants. Au sein de ces groupes de santé qui nous disent OK, mais attention, nos étudiants sont sélectionnés, ils sont bien formés. Si tu me proposes des salaires au rabais, c'est même pas la peine de leur demander. Si tu proposes effectivement des conditions entre guillemets de travail qui sont pas intéressantes, c'est même pas la peine de leur proposer. Ça marchera pas. Et donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Très clair. Alors tu en parlais en creux, mais je pense que c'est intéressant quand même de l'évoquer. Dans quel pays vous êtes présent et quels sont les frais de scolarité qui sont pratiqués par chacune? Alors c'est par université, j'imagine que c'est pas par pays, mais par université. Ouais. Est-ce qu'il y a des grosses différences? Enfin voilà, c'est quoi un peu le... Alors effectivement, les facs associatives ou coopératives sont moins chères que les facs privées. Okay. Bon, je veux juste dire en préambule, un étudiant français qui étudie dans le public coûte entre 15 et 20 000 euros à nos impôts. Ouais. Souvent, on a tendance à dire ouais c'est cher telle fac, alors que la fac publique est gratuite. C'est pas gratuit, ça coûte très cher. Oui, c'est juste payé par quelqu'un d'autre. C'est juste payé par quelqu'un d'autre, exactement. Oui. Donc nous, en fait, on a des universités qui vont... alors ça dépend évidemment des formations. Il y a des formations qui coûtent moins cher et qui sont beaucoup moins chères, qui coûtent moins cher. Par exemple, un étudiant qui est à Porto en kiné va payer à peu près 5 000 euros par an. Mm-hmm. Un peu plus cher la première année parce qu'on a mis en place un programme avec cours en français la première année. Donc en fait, l'université recrute des professeurs francophones et donne des cours intensifs de portugais pendant toute l'année. Pourquoi? Pour qu'effectivement, à la deuxième année, tout le monde se mélange, portugais, français, espagnol, italien, en portugais. D'accord. Donc ça coûte un peu plus. Donc là, tu payes le delta sur la première année. Mais tu vois, la majorité des écoles privées de kiné en France coûtent 10 000 balles, quoi. Donc c'est pas cher, en réalité. C'est relativement peu cher. Et puis tu l'as dit, c'est 15 à 20 000, même si c'est payé par quelqu'un d'autre. Et ce à quoi il faut ajouter que, en fait, alors je vais pas le chiffre exact, mais empiriquement, j'ai quand même l'impression que une bonne proportion des étudiants qui font médecine, à un moment ou à un autre, vont prendre des cours privés, des organismes. Alors, effectivement, nous, on n'a pas de première année de médecine où tu vas aller chez les différents acteurs de la préparation. Donc forcément, tu vas payer tes frais d'études dans le privé. Le coût de la vie au Portugal, parce que c'est pourquoi je parle du Portugal, parce que c'est notre premier acteur les premiers acteurs avec lesquels on bosse, historiquement, même si aujourd'hui on est dans plein d'autres pays. Le coût de la vie au Portugal est assez bas, même s'il a beaucoup augmenté ces dernières années. Ça reste moins cher que la France. Ouais, ça reste quand même beaucoup moins cher que la France, même si parfois les Portugais nous reprochent d'avoir augmenté le prix des logements parce que les Français ont beaucoup investi au Portugal. Mais globalement, le coût de la vie est quand même assez raisonnable. Je sais pas, un logement étudiant, ça coûtait entre 300 et 400 balles. Après, ça dépend ce que tu cherches, mais globalement, c'est pas des coûts que t'as à Paris ou en région parisienne ou dans les grandes villes françaises. Oui, c'est dans une toute petite ville de province que tu peux avoir des tarifs comme ça. Oui. Après, effectivement, tu vas avoir une université qui est plus chère, qui est Chypre, où tu vas avoir une année en kiné qui coûte 6 700 euros. Ça reste quand même raisonnable, même si le coût de la vie est plus élevé. Forcément, tu as des formations qui sont plus chères, comme Veto, qui sont des formations plus longues, et où il faut énormément de matériel, il faut des grosses cliniques. Pour te donner un exemple, la formation en Veto à Porto coûte à peu près 10 000 euros par an. Je crois qu'il y a une école privée en Veto qui s'est ouverte il y a 2 ans en France, qui a coûté à peu près 15 000. Mais à titre indicatif, l'université a investi plus de 10 millions d'euros dans l'hôpital universitaire, quoi. Donc les investissements sont colossaux. Les frais sont corrélés finalement à la qualité du service. Il y a énormément d'investissements qui est fait par les facs. Et le fait qu'effectivement tu aies des investissements très élevés dans certains domaines fait que les études coûtent plus cher.
Oui, c'est clair. Et donc, t'as pas répondu sur les pays sur lesquels vous êtes implanté? Alors, on a démarré en 2015 par Porto, donc au Portugal. Après, en 2016, on a signé Coimbra, qui est une école qui s'appelle Vasco de Gama, qui est une école vétérinaire qui fait que veto. Et après, des licences en biologie vétérinaire. Après, on a une grosse université avec laquelle on bosse très très bien, qui est l'université de Egas-Moniz à Lisbonne, dans lesquelles on a dentaire, kiné, veto, pharma. Il y a plein d'autres formations évidemment, mais le gros et les élèves et ça. Et si, il y a les masters de psycho, parce qu'on a beaucoup de demandes de Français qui trouvent pas de place en master de psycho clinique, qui viennent faire leurs études, leur master chez nous. Et puis on a signé il y a 3 ans une université à Chypre qui s'appelle European University Cyprus. On a ouvert à Francfort l'année d'après. Il y a 1 an, on a signé une grosse université qui s'appelle Szeged University en Hongrie. Alors c'est assez marrant parce que cette université a eu le prix Nobel de médecine l'an dernier pour avoir inventé c'est une des profs de l'université co-inventeuse du vaccin par ARN messager dont on a beaucoup parlé. Effectivement. Et depuis peu, on a signé une nouvelle université partenaire qui est absolument géniale, qui est à côté d'Amsterdam, qui s'appelle SOMT, qui est une grosse université kiné qui devrait ouvrir l'an prochain d'autres formations médicales également. D'accord. Ça fait un peu écho avec la question que je voulais te poser. Le futur de GEDS, c'est quoi? C'est proposer davantage de typologies de formation, davantage de pays, davantage d'étudiants accompagnés. Est-ce que il y a, est-ce que l'avenir va consister seulement à mettre à l'échelle ce que vous proposez déjà, ou est-ce que vous voulez proposer des choses différentes aussi aux étudiants? Alors, nous, la verticale de la santé, c'est vraiment notre légitimité, elle est vraiment là-dessus. Donc, pour l'instant, on se sent bien là-dedans et on n'a pas trop envie, même si on nous l'a déjà proposé, des facs sont venus nous voir pour faire d'autres choses. Nous, on a vraiment envie de rester dans la santé. Clairement, on refuse tellement d'étudiants chaque année que notre objectif, c'est de signer des facs. Donc, notre objectif, c'est de proposer plus de places dans plus de facs. T'as compris que dans la santé, le numerus clausus existe partout. En France, on l'a renommé il y a pas longtemps, mais les résultats sont les mêmes. C'est la même chose. Aujourd'hui, le nombre de places étant très limité par rapport à la demande. Pour donner un exemple, on a 4000 demandes en dentaire à Porto, on a 60 places, quoi. Et pourquoi c'est aussi limitant alors que, on l'a dit, il faut davantage de praticiens. Je comprends l'idée sélectivité, il faut des bons médecins, mais il faut quand même mettre en adéquation les besoins et l'offre Alors, la demande. Il y a 2 raisons à ça. Enfin, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que historiquement, et d'ailleurs on le voit dans les difficultés qu'a le système de santé français, mais on le voit dans d'autres pays d'Europe, on s'est dit moins il y aura de professionnels de santé, moins on dépensera. On se rend compte que effectivement c'est une vision très court-termiste et qu'au final on manque un nombre de praticiens énorme, on manque de thérapeutes dans pratiquement tous les pays du monde et on manque partout. Donc cette vision-là, en fait, je pense qu'elle est biaisée. La deuxième raison qui fait qu'on n'a pas assez de place, c'est, il faut le dire aussi, certains corporatismes des professionnels de santé eux-mêmes qui disent on n'a pas envie qu'il y en ait trop parce que ça risque de faire baisser à la baisse nos revenus. Mais je pense qu'aujourd'hui les décideurs politiques se rendent compte que cette vision-là, elle est plus possible, quoi. Et forcément, on est convaincu que ça va bouger. C'est clair. Peut-être dernière question, je pense que c'est peut-être même la plus importante. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un étudiant de 18, 19, 20 ans qui est passé par le système français ou non et qui se dit je sais pas si je suis prêt à franchir le pas. Tout simplement, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir, cet étudiant? En fait, c'est assez marrant, mais on a énormément de candidats qui postulent chaque année, qui parfois se dégonflent à la dernière minute. Donc je pense que la seule vraie question, c'est est-ce que tu es prêt à partir? Je pense que tout le reste est vraiment accessoire. Est-ce que tu es vraiment prêt à partir? Parce qu'en fait, je pense que le point vraiment le plus important dans la démarche des candidats, c'est si tu es prêt à partir, tu seras jamais déçu. Et en fait, on demande à nos étudiants et même aux parents d'ailleurs de donner des avis. Tu verras sur le site GEDS qu'il y a des avis vrais des étudiants, même les mauvais. On met tout. Et au final, ils sont comme des dingues au bout d'1 an, 2 ans, en disant mais je vis ma plus belle vie.
Et j'ai vu ma plus belle vie parce que j'ai franchi un cap, effectivement, ce cap de dire je me casse. Ça veut pas dire qu'ils veulent pas revenir, ça veut pas dire qu'ils reviennent pas. Mais je pense qu'effectivement, ce cap-là est un cap vraiment déterminant. Est-ce que je suis capable d'y aller? Donc ouais, la sortie de la zone de confort. Tu seras rarement déçu. Je le disais, 98% des étudiants qui rentrent sont diplômés parce que la sélection est très forte à l'entrée. Globalement, ils sont tous épanouis. On a eu quelques rares échecs pour des raisons personnelles. Des étudiants malades, des étudiants avec des situations difficiles, mais c'est très très rare. La majorité de nos étudiants vont être diplômés parce qu'ils ont été sélectionnés très fort à l'entrée et ils ont des vies professionnelles très épanouies. Et ils ont les capacités pour, parce que oui, ok, c'est clair. Ouais, ils ont tous la capacité pour peu qu'ils se lèvent le matin, qu'ils bossent dur, et en fait ils ont tellement été sélectionnés dans tous les secteurs, dans tous nos métiers qu'au final ceux qui sont pris ont la capacité d'y aller, quoi. Dernière question, où est-ce qu'on peut suivre, alors il y a le logo là juste ici, mais où est-ce qu'on peut suivre GEDS? Sur les réseaux sociaux, directement? Alors on est présent partout, à notre petite échelle, mais on est effectivement sur les réseaux, on est sur Insta, on est sur TikTok, on est sur Facebook pour les parents, beaucoup. Oui, les jeunes sont moins sur Facebook. Les jeunes sont moins sur Facebook. Alors on a le site geods.fr qui est le site d'information. Et on a hippocrate.io qui est notre plateforme pour postuler. Mais tu arrives sur GEDS, tu suis, je postule et voilà. Et tu suis les instructions, c'est assez clair. C'est parfait. Merci beaucoup Gilles. Merci à toi.